Il n'y a pas une rupture et l'après sera jamais comme avant. C'est pas vrai. L'avant, c'est quelque chose. Vous ne pouvez pas rayer l'avant. Vous ne pouvez pas effacer l'avant. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, tant mieux. Ça serait insupportable de penser que nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont fait des choses, se sont battus, ont acquis, ont accumulé, et tout à coup on effacerait. Totalement. Ça ne servira à rien. Il n'y a rien, je trouve rien de plus absurde que la phrase l'international est un très beau chant, mais que la phrase du passé faisons table rase. Mais on ne peut pas faire du passé table rase. On peut intégrer les acquis du passé, mais on ne peut pas faire du passé table rase. Et donc l'idée de rupture, d'ailleurs le plus bel exemple, c'est que la Révolution de 1917, puisque je prenais cet exemple, elle abolit la propriété. Elle abolit la propriété. L'État est le seul propriétaire. Très bien. Mais la propriété, je le dis parce que j'ai écrit des livres là-dessus, c'est vraiment des choses sur lesquelles j'ai beaucoup réfléchi. La propriété, c'est une invariance. On est pour ou contre, c'est un autre problème. Mais le crime aussi, on pourrait être pour et contre, n'empêche que c'est une invariance. On n'a jamais exclu totalement le crime, par exemple. La jalousie, c'est peut-être pas bien, mais c'est une invariance, etc., etc. Donc, la propriété, c'est une forme d'invariance. Et le régime bolchevique abolit la propriété. Et à la fin, on trouve, qu'est-ce qui se passe? Non seulement on rétablit la propriété, mais on la rétablit telle qu'elle était en 1900. C'est-à-dire la propriété féodale. C'est des oligarques, mais qui possèdent tout, etc. C'est-à-dire que parce qu'on n'a rien réformé, on est revenu totalement en arrière. La Révolution française, elle, bon, c'est l'aspect positif de 1789-90, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle abolit la propriété? Non. Elle n'abolit pas la propriété. Là où vous avez 80 000 propriétaires qui sont des nobles, elle les remplace par 2 millions de propriétaires qui sont des petits bourgeois ou des paysans. Eh bien ça, vous ne pouvez pas revenir dessus. Ça, en revanche, vous ne pouvez pas revenir dessus. Autrement dit, une rupture, c'est une illusion et vous pouvez toujours revenir dessus, mais une recomposition d'un acquis, du genre vous n'abolissez pas la propriété mais vous la démocratisez, vous ne pouvez pas revenir dessus. Et donc, je crois que... Et d'ailleurs, entre nous, l'évolution historique, l'évolution, est-ce que c'est complètement différent de l'évolution générale, au sens darwinien du terme, de l'évolution des espèces? Et pourquoi ça serait différent? Pourquoi tout à coup les règles qui président à l'évolution et qui ont fait qu'on est passé d'une cellule à un être vivant et d'une petite souris à l'homme, tout à coup, il y aurait quelque chose d'autre qui remplace? Non, il y a un principe d'évolution, et le principe d'évolution qui fait qu'on est, pour prendre un seul exemple, qu'on est passé, c'est pas d'une souris, disons, à nous, est-ce que, entre la souris et nous, la structure qui est le squelette, le squelette c'est vraiment la structure de cet être vivant, est-ce qu'il y a eu une abolition de cette structure? Mais s'il y avait une abolition de structure, il n'y aurait eu aucune évolution. Il y a eu une évolution parce que de l'esquisse du squelette, peu à peu, il y a une amélioration, une optimisation du squelette, mais c'est sur la base de cette invariance, le squelette est une invariance, que peu à peu on s'est développé. C'est-à-dire, est-ce que, vous pourriez dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des yeux derrière la tête? Ce serait très pratique pour voir les ennemis qui vous attaquent par derrière. Oui, oui, en ce moment. Bon. Oui, mais ça ne s'intègre pas dans la structure, c'est-à-dire la variance de notre structure qui a fait qu'on a évolué. Donc, il n'y a aucune espèce vivante qui a les yeux derrière la tête. Par hasard, quand même. Vous pourriez dire aussi que c'est dommage qu'on n'a pas une queue sur la tête, que ça permettrait de nettoyer ses lunettes. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait souhaiter. Mais si vous y réfléchissez, vous apercevrez que tout le sens de l'évolution, ça optimise, ça améliore une structure invariante, mais ça ne l'abolit pas. Or, l'homme, par exemple, comme vous le savez, le génome de l'homme, c'est à 94 ou 97% le même que celui du chimpanzé, par exemple. Donc la différence, c'est le... Or, c'est exactement la même structure, simplement il y a deux évolutions. L'une, la plante des pieds, je simplifie, mais qui fait qu'on peut se maintenir bien, et l'autre, de la colonne vertébrale, qui se redresse, qui fait que notre tête, parce que quand on est à quatre pattes, la tête, elle est lourde, donc on ne peut pas grossir la tête quand on est à quatre pattes. Si elle grossit la tête, ça vous emmène vers le sol. Mais à partir du moment où vous vous redressez et vous avez un socle et
que la tête est sur un socle, elle peut grossir. Donc, dès lors que ces deux petites variations à la plante des pieds qui fait qu'on peut se tenir debout et que la tête est sur un socle, fait que vos mains sont libres, deviennent des outils, et que ces outils d'ailleurs vont elles-mêmes inventer et fabriquer des outils, et de l'autre, votre tête peut grossir, donc le cerveau peut grossir, et donc cette dialectique entre des mains libres et une intelligence qui va se développer grâce au cerveau, c'est la révolution humaine. Mais ce n'est pas une rupture, ce n'est possible que dans le cadre de cette structure-là. Or, je finirai, excusez-moi, je suis un peu long sur tout, mais je finirai là-dessus. Or, appliqué à la politique, ça veut dire, cette révolution humaine, ça veut dire que jusqu'à présent, le centre de tous nos rapports au monde, c'était de renifler. C'était vraiment renifle. Les animaux, ils reniflent. Là. Et tout à coup, on se redresse, et en se redressant, ce n'est plus le nez, c'est le reniflage, qui est le centre de nos rapports au monde, c'est la vue, c'est les yeux. Mais dans le fait que c'est la vue, vous imaginez ce qu'il y a. Il y a que ça va être le dessin, ça va être l'écriture, ça va être le signe. Toute la culture est, au fond, la conséquence du fait que c'est plus le fait de renifler, c'est le fait de voir et d'inscrire des signes. Donc, c'est une invariance, c'est-à-dire on recompose quelque chose, mais autour d'une autre centralité. Ce qui est au centre, ce n'est plus le reniflage, c'est la vue. Or, qu'est-ce que c'est que la révolution de 89 ? Vous recomposez complètement le système de gouvernance. Complètement, parce que il n'y a pas 1000 façons de gouverner. Il y a toujours une police, il y a toujours le ministère des Finances. Mais, quel est le centre? Ce n'est plus un roi héréditaire, c'est une assemblée élue. C'est la révolution démocratique. Système de propriété, qu'est-ce qui est au centre? Ce n'est plus 80 000 aristocrates, c'est 2 millions de paysans libres, etc. C'est la révolution libérale. Le système économique, qu'est-ce qu'au centre? Ce n'est plus la rente foncière, comme dans l'économie féodale, c'est la plus-value du capital, c'est la révolution industrielle. Qu'est-ce qui est au centre du système de la chrétienté? Ce n'est plus simplement le Vatican, c'est une assemblée de pasteurs, c'est la révolution protestante. Qu'est-ce qui est au centre du système des mœurs? Ce n'est plus le mâle tout seul, c'est le couple, c'est le début de la révolution féministe, qui était au centre du système culturel. Ce n'est plus simplement le papier, c'est un écran, etc. C'est la révolution informatique. Autrement dit, ce qui est le moteur des évolutions, y compris en politique, hein, c'est des recompositions d'invariance autour d'une autre centralité. Tout à coup, on change de centralité, on recompose autour de cette centralité, et c'est ça qui rythme l'évolution, y compris l'évolution de l'histoire. Alors, Jean-François, tel que vous l'avez